Vous êtes passionné de programmation et particulièrement tout ce qui tourne autour du langage Java, vous êtes au bon endroit. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Java Tinker. Ici, je partage avec vous mon expérience du langage Java et de son écosystème, le but étant de vous aider à devenir de meilleurs programmeurs. Sans plus tarder, passons au générique. This is Mantra. Le but de cette vidéo est de vous présenter les tests unitaires avec Spring Boot. Les tests unitaires se feront au niveau de toutes les couches, la couche service, la couche contrôleur et la couche d'accès aux données. Au sommaire de cette vidéo, je vais vous expliquer l'importance des tests unitaires dans le processus de développement des applications. On va voir les différents types de tests, mais nous allons nous pencher uniquement sur 4 types de tests, à savoir les tests unitaires, les tests slice qui s'appliquent beaucoup aux applications Spring, les tests d'intégration et les tests end-to-end. Et pour finir, nous allons faire une conclusion. En tant qu'être humain, c'est dans notre nature de vouloir tester les choses et de s'assurer qu'elles fonctionnent telles quelles. On n'est pas sûr que la première fois que nous sommes en train d'effectuer quelque chose, qu'elle puisse marcher. C'est pour cela que nous avons besoin de tests. Cela s'applique également dans le génie logiciel. Lorsque j'écris un algorithme ou bien un programme, je dois m'assurer qu'il fonctionne parce que je ne suis jamais sûr à 100% qu'il va s'exécuter tel que je veux. D'où l'importance de faire des tests unitaires. Donc, les tests unitaires permettent notamment de tester de manière granulaire notre application. Si on considère que la plus petite unité fonctionnelle d'une application sont les méthodes, le but des tests unitaires est de s'assurer que toutes nos méthodes fonctionnent bien. D'où le terme unitaire. Les tests unitaires permettent notamment de prévenir les régressions. Le terme régression est utilisé pour désigner un changement de comportement dans une application après la modification ou l'ajout de code. Dans la pratique, vous devez lancer vos tests unitaires avant et après avoir fait une modification afin de vous assurer que tout est correct. Si vos tests sont au vert, alors vous n'avez pas de régression potentielle qui ont été ajoutées. Mais s'ils passent au rouge, c'est qu'il y a une régression qui a été ajoutée avec vos modifications et là vous devez effectuer vos corrections. Les tests unitaires permettent également d'évaluer le niveau de confiance. Il est très important d'avoir confiance en notre code. Cela permet de prendre des décisions importantes comme celle de savoir si les fonctionnalités doivent monter en production ou pas. Ensuite, les tests unitaires permettent également de pouvoir se conformer au processus d'entreprise. Dans les processus de déploiement, il est important de fournir des évidences de tests afin de s'assurer que les applications sont bien testées avant de passer en production. Comme indiqué dans l'introduction, nous allons nous focaliser uniquement sur 4 types de tests. Dans sa globalité, il existe 3 types principaux, à savoir les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests end-to-end. La représentation d'une pyramide permet d'indiquer le nombre de tests que doit comporter notre application. Plus on monte dans la pyramide, plus les tests qui sont lourds en performance sont en faible quantité. Une bonne pratique est d'avoir des tests qui roulent vite. Donc ça ne sert à rien d'avoir une application qui demande beaucoup de temps à tester parce que ça ne permet pas de voir en temps réel ce qui se passe. Et en une journée de 24 heures de travail, vous vous rendez compte que quand vous lancez votre test, au bout de 2 ou 3 builds, vous avez fini votre journée, ça ne permet pas de livrer très vite. Donc c'est très important d'avoir des tests qui roulent très vite, qui vous permettent de voir très rapidement le résultat de ce que vous avez écrit comme application ou comme implémentation, comme feature que vous êtes en train d'ajouter. Donc il est tout de même important d'évoquer les autres types de tests, à savoir les smoke tests, les tests système, les tests de charge ou les tests d'acceptance. Mais là, nous n'allons pas évoquer ces types de tests. Notre application se compose de 3 couches principales. On introduira aussi la notion de test slice dans ces tests que nous allons écrire. Nous allons donc tester la couche service pour la gestion de nos règles métiers. Ici, les tests sont écrits de manière classique sans besoin de faire appel à des annotations Spring. On peut utiliser les frameworks tels que JUnit, Mockito ou bien TestNG pour pouvoir faire les tests. N'oublions pas que c'est des dépendances qui sont incluses directement dans les starters de tests de Spring Boot. Ensuite, nous avons la couche contrôleur pour intercepter les requêtes HTTP venant du client. On peut la tester comme une classe habituelle, mais nous allons plutôt faire une classe avec des tests slice et notamment avec la notation web MVC test. Ensuite, en dernier, nous avons la couche de repository pour la persistance des données. Cette couche peut être aussi testée en utilisant un test slice avec la notation data JPA test. Il est important de comprendre la notion de test slice. Le test slice notamment est un concept en Spring Boot qui permet de charger une partie du contexte pour pouvoir faire nos tests au lieu d'avoir à charger tout le contexte, ce qui peut ralentir l'exécution d'un test. L'unité de mesure choisie étant la méthode, on doit s'assurer que nos méthodes fonctionnent bien et au passage si nos classes fonctionnent bien également.
On peut utiliser le framework JUnit qui est inclus dans les dépendances starter de Spring Boot. Il est important également de parler de Mockito qui est un framework qui permet de simuler les dépendances dans les tests unitaires. Il faut éviter d'utiliser la notation Spring Boot car elle permet de lancer tout le contexte Spring lors de l'exécution d'un test, ce qui peut prendre du temps et ralentir les tests. Le contexte Spring est un conteneur qui contient la liste de tous les bins déclarés dans l'application. Ça n'a donc pas de sens de charger 50 classes pour un test unitaire quand je veux juste tester une seule méthode ou une seule classe. Il faut prendre en compte qu'il y a une grande différence entre les tests unitaires et les tests d'intégration. Donc pour de meilleures performances, il est important de savoir quel type d'annotation utiliser. Donc il faut également noter que toutes les dépendances sont disponibles dans le starter de Spring Boot, à savoir JUnit, Mockito, Assergy et Amcrest. Dans le cas de Spring, on constatera que c'est au niveau de la couche service qu'on aura à utiliser des tests unitaires. Les autres couches nécessitant le chargement d'une partie du contexte ou de tout le contexte. Donc, dans le contexte d'une classe de service, nous allons utiliser les frameworks classiques de tests unitaires que sont JUnit ou Mockito pour pouvoir écrire nos tests. Dans notre cas ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons la notation extend with Mockito extension qui permet de dire que cette classe notamment est prise en charge par Mockito. Une fois que nous avons fait ça, nous devons définir maintenant la dépendance repository avec la notation mock qui permet de dire que cet objet ou cette classe, c'est lui dont on veut moquer et l'exécution de ces méthodes, ou bien nous voulons prendre contrôle du comportement que a ces méthodes lors de l'exécution. Notamment, la classe injectMock permet de dire, ok, voilà notre classe que nous voulons tester. Vous remarquerez qu'on l'appelle underTest, c'est une convention utilisée en général qui permet de dire que lors de l'instanciation de cette méthode, alors injecte-moi tous les mocks dont il dépend. Il y a clairement une dépendance entre les deux classes parce que underTest a besoin de repository pour pouvoir récupérer les données au niveau de la base de données. Maintenant, comme évoqué un peu plus haut, les mocks ou le concept de mock me permet notamment de prendre contrôle sur le processus d'exécution des dépendances dans la classe que je veux tester. Donc la classe que je veux tester étant personne service, ça veut dire que je dois être en mesure de prendre contrôle de ce que va me renvoyer l'exécution des méthodes qui sont dans la classe personne repository. Donc c'est ce qui est défini ici dans la partie là que nous voyons. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de lui dire when repository find by ID any long pour dire qu'il peut prendre n'importe quel paramètre. Alors renvoie-moi un objet que tu crées. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Cela veut dire que lors de l'exécution de mon test, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque j'exécute mon test, je l'exécute à vrai dire ici parce que c'est la classe underTest que je veux tester. Qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur? C'est qu'il fait appel à vrai dire à repository find ID. Mais en début, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, lorsque tu m'exécutes ça et que tu tombes sur l'exécution de ça, alors renvoie-moi cet objet. Là, nous avons pris contrôle de ce que l'objet doit nous renvoyer, de ce que la dépendance doit nous renvoyer. Ici, c'est moins palpable, mais quand vous venez dans un cas concret où vous testez un service externe, vous n'êtes pas obligé de vous connecter à ce service avant de lancer vos tests. Le mock vous permet notamment de moquer le retour de ce service, ce qui fait que vous pouvez exécuter ce test tout le temps sans avoir besoin que ce service soit activé ou pas. Une fois que c'est fait, que vous exécutez le test, il va vous renvoyer l'objet de type personne ici, dans cet objet found person. Et là, vous pouvez commencer maintenant à faire vos assertions pour vérifier que les résultats que vous attendez sont bien ce que l'objet a reçu. La notion de contexte est très importante dans Spring et elle permet aussi de définir comment les tests doivent être écrits. Lorsqu'on lance une application Spring, tous les bins sont chargés dans un conteneur et ensuite il gère les dépendances entre ces bins. Par souci de performance, Spring propose le concept de test slice qui permet de charger uniquement une partie de ces bins dans le contexte. Grâce au test slice, je peux juste charger mes contrôleurs ou mes repositories dans le contexte Spring et effectuer mes tests. Notamment, une partie du contexte est chargée pour les tests. Il permet notamment d'avoir des tests rapides lors de l'exécution. Pour les contrôleurs, on utilise la notation WebMVC-Test. Pour les repositories, on utilise la notation DataJPA-Test. Il est également possible de charger explicitement des bins dont on a besoin lors de l'exécution des tests avec la notation Test Configuration. Donc nous avons une liste non exhaustive des test slices pouvant être utilisés, à savoir JDBC-Test, DataMongoDB-Test, JSON-Test, REST Client-Test et tant d'autres. Les test slices sont un mécanisme en Spring qui permet notamment de charger une partie du contexte lorsqu'on veut écrire des tests unitaires ou des tests en général. On pourrait définir ça comme étant des tests d'intégration avec un chargement de contexte contrôlé ou des tests unitaires avec un chargement de contexte contrôlé. Mais bon, je ne sais pas, l'une des deux définitions peut être
plausible, mais moi je le chargerais plus dans une catégorie de tests d'intégration avec chargement de contexte contrôlé. Donc dans notre cas ici, les tests slice que nous voulons faire, c'est que nous voulons tester une partie du contexte. Donc l'exemple ici que j'ai, c'est le test de la couche de données. Comment je fais pour tester mes repositories? D'où l'utilisation de la notation data-JPA test. Donc il permet notamment, lorsque je lance des tests, de charger tout le repository et toutes les classes associées avec des repositories notamment pour pouvoir faire des tests en réel sur la base de données. Ce qui se passe également dans notre cas au niveau des tests slice, c'est qu'il interroge réellement la base de données à laquelle il est connecté pour pouvoir faire les tests. Donc ici, il n'y a pas d'utilisation de mock, nous ne moquons rien, c'est le contexte en lui-même qui est lancé et on fait des tests sur une base de données en réel. Donc globalement, c'est un peu comme ça que se comportent les tests slice. Donc dans notre cas ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons data JPA test qui permet notamment de dire que je charge le contexte en rapport avec les repositories. Ensuite, Active Profile qui est utilisé pour définir un profil particulier ou bien un fichier de configuration particulier dont je veux utiliser les configurations pour pouvoir faire mes tests. Donc, une fois que je définis ce fichier, c'est un fichier YAML ou Properties, lors du test, il sait où aller chercher les informations de config pour pouvoir exécuter les tests. Une fois que le contexte est chargé, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de faire un auto-wired de mes objets que je veux utiliser. Donc, une fois que c'est fait ici, eux, ils sont instanciés. Et par la suite, je peux utiliser cet objet pour faire un test. Ici, par exemple, nous testons le renvoi de findAll pour vérifier si tout est correct. Donc, je fais appel à un repository findAll qui va interroger notamment ma base de données. Et dans mes assertions, je vérifie si cette liste est vide ou pas. Un test assez simple. Deuxième test également, je peux vérifier le test de find by ID, notamment en lui passant en paramètre l'ID d'un objet que je sais qu'il existe bien dans ma base de données parce que ici, je suis dans un cas où j'ai prédéfini mes données sur lesquelles je veux faire un test via un script SQL qui est exécuté pour alimenter ma base de données, qui est au passage une base de données H2. Donc, une fois que je fais un find by ID ici, je récupère tout ça et puis je teste pour m'assurer que toutes les valeurs sont correctes. Donc, c'est un peu comme ça que se comportent les tests slice. Ils sont généralement utilisés au niveau du contrôleur également qui a son annotation à lui et également au niveau de la couche des repositories. Il existe plusieurs types de tests slice également dépendant du type de base de données ou dépendant de la couche que nous cherchons à tester. Les tests d'intégration permettent de charger tout le contexte Spring et de s'assurer que l'intégration entre les différents binaires est effective. Lors de l'exécution d'un test, le contexte Spring est chargé, ce qui veut dire que tous les bins sont chargés dans un conteneur afin de pouvoir être utilisés dans l'application. Le temps d'exécution peut être long dû au chargement de tout le contexte. Pour faire un test d'intégration, on utilise la notation Spring Boot Test ou avec la notation test conteneur pour pouvoir charger une base de données dans un conteneur Docker ou autre type d'application qu'on veut intégrer dans notre test. Dépendant des cas, on peut avoir besoin d'avoir plusieurs configurations pour nos tests. Par exemple, au sein d'un projet, on peut avoir plusieurs configurations pour plusieurs bases de données, une pour MySQL ou bien une autre pour SQL Server. Donc la notation Active Profile permet notamment de définir des configs qui seront lancés en fonction du type de base sur lequel on veut faire le test. Les tests d'intégration consistent notamment à vérifier que tous les composants réunis ensemble fonctionnent très bien. Donc dans notre cas ici, nous pouvons enfin lancer tout le contexte Spring, qui en d'autres termes veut dire lancer toute l'application Spring, et effectuer des tests là-dessus pour vérifier que tout fonctionne très bien. Donc dans notre cas ici, les tests d'intégration avec Spring se font avec l'appel de la notation Spring Boot Test. Faites attention de ne pas l'utiliser partout parce que cette annotation a tendance à vous lancer toute votre application. Donc ça n'aurait vraiment pas de sens de vouloir tester juste une seule classe service et d'utiliser Spring Boot Spring Boot Test qui risque de vous lancer 50 ou 75 ou 100 classes dans votre contexte. Ça ralentit vos tests. Donc ici dans notre cas, dans notre test d'intégration, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons appel, comme je l'ai dit, à la notation Spring Boot Test avec ces paramètres ici pour définir un port sur lequel il doit rouler. Et parce que nous sommes en train de lancer l'application qui notamment, vous savez, c'est un jar qui va s'exécuter et qui va exposer une URL et on a besoin forcément d'un port. Donc ici, c'est des variables utilitaires. Je définis le localhost. Je mets un placeholder ici pour récupérer le port qui sera instancié. Et là, j'utilise la notation local server port qui permet de mapper le port sur lequel
il va rouler et qui est stocké directement ici dans cette variable-là. Donc c'est cette même variable que j'utilise ici pour construire l'URL complète de mon service. Donc de ce dont j'ai besoin également, c'est d'utiliser la classe web test client notamment. C'est lui qui permet de simuler l'appel d'un client. Donc c'est avec lui je vais exécuter mes requêtes get, post, put ou delete sur cette URL et m'assurer que tout est correct en faisant des assertions là. Donc pour récapituler un peu, notre classe pour le test d'intégration fait appel à Spring Boot Test. Ensuite, Active Profile pour dire que je veux utiliser les variables définies dans un fichier de configuration particulier. Ensuite ici, j'initialise mon URL. Je récupère le port sur lequel il s'est exécuté. Je déclare Web Test Client notamment. Et ensuite, au setup, c'est-à-dire à l'exécution du test, je crée mon URL ou mon URI qui sera utilisé. Et ensuite, je le teste ici. Dans notre cas ici, je veux m'assurer que j'arrive à faire bien appel à getPerson ici, avec comme URI personne là. Donc, ça se fait avec la méthode get. Je lui passe en paramètre l'URL ici, exchange, expected status qui doit être un OK. Donc, notamment la plupart du temps ici au niveau des tests d'intégration, même des tests pour la couche contrôleur, c'est de tester les statuts et de tester également les valeurs que vous retournez. Parce que vous pouvez définir un custom object qui permet de définir des retours particuliers. Donc en général, la première chose à tester, c'est de tester les statuts et ensuite de tester les valeurs que vous avez dans votre réponse. Donc cet exemple se veut simple, vous aurez plus de détails en consultant le code source sur les autres types de tests qui ont été effectués et comment les assertions ont été faites sur les autres types de valeurs qu'on cherche à récupérer. Par souci de simplicité, nous n'allons pas exposer ici un code source pour les tests end-to-end. Je vais faire une autre vidéo là-dessus pour qu'on aille un peu plus en détail dans les tests end-to-end, mais il suivra juste une explication pour vous expliquer comment ça fonctionne. Les tests end-to-end permettent de simuler un ou plusieurs cas d'utilisation de l'application. Dans ce cas, toute l'application est lancée. Si possible, tous les autres services externes sont utilisés lors du test. On peut utiliser Docker pour lancer toute l'application et les services externes au besoin. Pour les tests end-to-end, on peut utiliser des outils tels que Postman, Selenium ou Cypress. Par souci de performance, il faut juste tester un scénario minimal sans avoir besoin de tester tous les cas dans l'application, ce qui rendrait le test très long et puis vraiment inefficace. Les tests sont d'une importance très capitale dans le processus de développement des applications. Ils permettent notamment de réduire les risques d'erreur en production, quoique le risque zéro n'existe pas, permettent de s'assurer que les régressions ne sont pas introduites lors de l'ajout ou la modification du code, permettent de s'assurer de la bonne qualité du code. Une des pratiques utilisées est de suivre le taux de couverture des tests et de s'assurer au moins que le code est testé à 80%. Pour cela, il y a des outils tels que SonarQube ou SonarCloud dans sa version cloud ou Jacoco qui sont utilisés à cet effet. Il y a une corrélation entre le code bien architecturé et les tests unitaires. Quand vous commencez à éprouver des difficultés à écrire vos tests unitaires, c'est probable que votre code ne soit pas bien architecturé. Enfin, un test doit être simple et ne doit tester qu'une seule fonctionnalité. Il peut arriver dans la pratique qu'il y ait des gens ou des développeurs qui n'aiment pas trop les tests unitaires, mais je peux vous assurer que c'est une très bonne pratique de pouvoir intégrer les tests unitaires dans vos processus, car cela permet vraiment d'avoir du code bien écrit et de s'assurer vraiment qu'on évite des mauvaises surprises en production. Parce que mieux vaut en amont tester ce qu'il y a et les corriger, avoir des erreurs en test que de les avoir en production. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire ou à partager un sujet que vous souhaitez que je traite. N'hésitez également pas à vous abonner et à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien et à bientôt. Happy coding!